Et Ouais. non, moi je pense que les gars qui avaient vraiment tout compris, c'est ceux qui ont fait les scénarios de Terminator. Et un de mes films préférés, c'est Terminator 2. Ouais, Et bien. parce que c'est les mecs avaient tout vu, quoi. C'était il y a 30 ans et on y va tout droit. On n'y est pas encore. Je ne sais pas si on verra quelque chose de ce niveau-là de notre vivant, c'est-à-dire des humanoïdes. Chaque mois, retrouvez des individus d'exception, athlètes, artistes, gastronomes, professeurs ou chercheurs, entrepreneurs de tout type, qui montrent comment construire son existence de manière philosophique, comment mettre d'accord sa vie avec ses principes. Nicolas, c'est vraiment un grand honneur de te recevoir dans l'espèce d'avatar des tontons flingueurs que constituent les lives d'Olive, que Bah, tu merci, m'as quand même merci. toujours soutenu Et- ouais. et Mais est-ce dans que toutes les c'est ton entreprises. Ah, c'était une belle époque. Ouais, c'était il y a longtemps. On peut retrouver des trucs d'ailleurs sur Internet. J'ai fait la tentative. D'ailleurs sur mon propre Chanel. Ça. Mais bon, toi, tu n'es plus dans cette affaire, puisque, mais puisqu'en fait, le site Philo Voyou avait été piraté, ça peut-être que les gens ne savent pas. Non. Et voilà, donc il y a eu 10 ans de travail qui ont volé en éclats. Ça a été fait discrètement, mais du coup, ça a été efficace. C'est embêtant, ça, ces trucs-là. Et donc Nico, à l'époque, pour le dire très vulgairement, comme Monsieur Tout-le-Monde, tu étais dans le pétrole, et alors maintenant, Ouais. t'en es où? Juste pour Et ben faire un petit maintenant, bilan je suis dans la biographique. finance maintenant. Voilà. Donc, pour faire simple, donc on se connaît depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Ouais, Euh, et donc, nos chemins de vie ont divergé, je dirais, puisque toi, tu es allé aux États-Unis il y a une vingtaine d'années. Et moi, j'ai fait plusieurs pays. J'ai fait 16 ans d'expat. J'ai habité plusieurs années en Norvège. J'ai habité un an en Chine. J'ai habité presque 5 ans aux États-Unis. Mais alors ouais. moi, j'ai habité à Houston, au Texas. Donc, je le dis Ah quand même ouais, pour les auditeurs. Je pense qu'on va avoir une discussion intéressante, bleu contre rouge. ouais, tout à fait. Tu vas être obligé de Moi, je suis défendre dans les le bleus. Massachusetts. Désolé. Bah ouais, moi, Voilà. à Boston, Donc, on est et démocrate. on était venu te voir. J'étais venu te voir à l'époque. Et Ouais. bon, malgré toute l'amitié que j'ai pour toi, je suis reparti très vite quand même parce que T'étais reparti dans ah ton ouais, terre rouge. voilà, voilà, dans la Terre Rouge, dans The Lone Star State. Et après, donc après j'ai changé. Donc j'étais à Houston parce que je travaillais dans l'industrie pétrolière. Et puis j'ai changé pour passer dans la finance. Voilà, c'est un parcours un peu atypique, je dirais. Et je suis rentré à Paris à peu près au moment du Covid. Ouais, Donc, euh, donc voilà. ouais. Et Donc, puis, dans j'ai la passé pas mal de biographie, temps à l'étranger. J'ai le point de vue des Français qui ont été à l'étranger, y compris aux États-Unis, ce qui est toujours intéressant, parce qu'on ne bien voit pas sûr. la France pareil depuis les US. Et vice-versa, d'ailleurs, on ne voit pas les États-Unis pareil quand on y a habité. Euh, Ouais, est-ce que ça a changé ta manière de voir la France, ton passage aux États-Unis ou... ah ouais, bah bien sûr, ouais. Tu vois la France complètement différemment. Quand tu as habité longtemps à l'étranger, tu la vois complètement différemment. Ouais. Ouais, Hmm. plus, tu vois, les Français aiment bien se plaindre. Ouais, Tu prends ça un peu plus, tu vois, tu relativises un peu plus. Tu vois. Quand tu as vécu en Chine, enfin, les Français qui se plaignent parce que ceci, parce que cela, bon, tu vois, la vie est quand même cool en France. Ouais. ouais. Et tu prends le métro, genre des trucs dangereux? Ah ouais, je prends le métro. Je prends le métro, le RER, mais aux heures de pointe pour aller au boulot et pour revenir. Et c'est vrai que quand je le prends aux pas heures de pointe, parfois je me dis, tiens, c'est pas tout à fait la même population. Alors, bon, en Ouais, pratique, moi, je ressens aucune insécurité hein, dans la vie de tous les jours. Voilà. d'accord. Donc, Donc, tout le close combat qu'on a pu pratiquer ensemble te sert à rien, en fait. alors, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que il faut quand même. Donc, on a quand même beaucoup fait de close combat ensemble il y a plus de 20 ans. Euh, Moi, je me suis jamais battu dans la rue. Mais j'aurais bien aimé. Euh, et du coup, je me demande si cette espèce de, comment dire, de désir Ouais, de coller une au premier qui vient n'a pas avorté dans l'œuf, tu vois, tous les conflits potentiels. Parce que je me suis quand même fixé une limite, c'est de ne pas être l'agresseur. Je veux pas être ouais, l'agresseur. Par ouais, contre, voilà, si celui qui ouais. m'agresse,
bon, bah, je peux pas garantir qu'il va survivre plus de quelques secondes, quoi. Ça, c'est. Donc, finalement, oui, ça donne, enfin, ça donne quand même une confiance en soi qui fait que ça désamorce la plupart des Ouais, je conflits. pense que ça désamorce, ouais, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu des gens qui m'ont dit ah, mais je vais t'en coller une, c'est Ouais. sûr que quand tu les regardes et que tu leur dis bah, si tu fais ça, je te coupe la tête en deux. Tout de suite, tu vois, le mec, il Exactement. passe de je vais me défouler à ah merde, je suis en train de risquer ma vie en fait là. Ouais. Je suis en train de risquer ma vie parce qu'en fait, je sais pas trop si c'est du lard ou du cochon. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et du coup, Ouais. ils sont toujours calmés tout de suite, quoi. Absolument. Ouais, ouais. Voilà. Non, non, mais c'était belles époques. Belles époques Mais dans tout est dans la. Il faut que ce soit crédible en fait. Tu vois, il suffit pas de menacer en étant tout chétif et tout peureux. Il faut, bien sûr. il Ouais, faut ouais. menacer d'un air de dire, d'un air de dire, tu sais, j'attends vraiment que ça. Ouais, ouais. Ça Ah, mais, fait exactement, 15 ans vas-y. que ça fait 15 ans et ça tombe sur toi. Et C'est là, le du coup, c'est Graal. plus crédible. Ouais. Tu es mon Voilà. Graal. Et là, tu fais un petit poème. Un petit poème Ouais. épique avec quelques relents homériques, avec des lances qui traversent des corps. Et tu dis, moi, enfin bon, je me suis un peu emporté, mais tu as compris l'esprit. Ah, écoute. Euh, donc voilà, moi je voulais aussi, parce que donc te recevoir, parce que avec ces lives, l'idée quand même est tu vas voir, c'est singulier, mais l'idée est de laisser une trace de toutes ces conversations que j'aurais voulu avoir avec des gens que j'admire particulièrement pour la postérité. Et comme disait Stendhal, the happy few, hein. Donc il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui regarderont, mais je me dis finalement, moi, c'est des traces qu'on laisse dans 200, 300 ans. Alors, il y a des gens qui me disent Olivier, Google n'existera plus, YouTube n'existera plus, mais peut-être que oui, tu vois. Euh, et Nico, sur l'avenir de la technologie, toi, le monde dans 200, 300 ans, est-ce que l'avenir de l'homme, c'est le robot? Est-ce qu'on aura encore une forme de sexuation et de genre, ou on sera tous avec des lunettes virtuelles et des intelligences plus ou moins artificielles greffées dans notre colonne vertébrale? Comment tu, Alors, comment tu on vois aura, il y aura plus de techno, ouais. C'est clair qu'on va vers plus de numérisation, plus de techno, plus de robots. Il n'y a mais aucune raison que ça s'arrête. t'es Euh, optimiste sur le genre humain? alors ça, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on va vers plus, on va pas vers moins. Et Ouais, non, moi, je pense que les gars qui avaient vraiment tout compris, c'est ceux qui ont fait les scénarios de Terminator. Et un de mes films préférés, c'est Terminator 2. ouais, Et bien, c'est les mecs qui avaient tout vu, quoi. C'était il y a 30 ans et on y va tout droit. On n'y est pas encore. Je ne sais pas si on verra quelque chose de ce niveau-là de notre vivant, c'est-à-dire des humanoïdes, mais dans ouais. tout, on y va, quoi, hein. Donc Donc, pour rappeler l'histoire pour les plus jeunes qui n'ont pas vu ou les plus vieux qui se refusaient à voir autant de violence sur un écran, puisque James Cameron avait pris ce risque avec Schwarzy. Mais ouais, est-ce que tu peux rappeler en deux secondes le le scénario, bah, scénario? le truc fondamental dans le scénario, c'est qu'il y a des robots qui ont des capacités d'intelligence qui sont au niveau des humains. Et en gros, tu as Schwarzy qui est un robot à l'intérieur. Et puis, il a en face de lui un autre robot qui, lui, est en métal liquide. Donc, ça, c'est la partie un peu qui n'arrivera jamais, quoi. Euh, mais en gros, l'idée, c'est de dire que tu as des robots qui sont au niveau des humains pour toutes les tâches, sauf évidemment pour les sentiments, la partie émotionnelle, quoi, parce qu'il n'a aucune émotion. Mais donc, ils sont capables de faire la guerre, ils sont capables de conduire, ils sont capables de faire bah, toutes les tâches manuelles que nous, on peut faire. Et du coup, si tu prends enfin, l'idée du film, c'est de dire il y a des robots qui font la guerre avec des robots. Et en fait, voilà, le futur de la guerre, c'est les robots contre les robots. Et ça, je pense qu'on n'en est vraiment pas très loin, quoi. On voit en Ukraine, alors, c'est pas sous la forme d'un robot humanoïde, mais là, on est en train d'aller dans le drone contre drone. Et puis bientôt, ça sera drone drivé par l'intelligence artificielle contre drone drivé par l'intelligence artificielle. Et puis il y a un moment où les humains, tu vois, on va se mettre à 50 km d'un côté, 50 km de l'autre, et on va regarder
les robots se battre entre eux. Alors, ce sera peut-être des robots aériens, peut-être des robots terrestres. Ils n'auront pas une forme humanoïde, mais ça sera machine contre machine. Et, Ouais. euh, et ça, on y va tout droit. Ensuite, dans la partie industrielle, usine, elles sont en train d'être automatisées depuis assez longtemps. Et avec l'intelligence artificielle, ça va encore s'accélérer. Et je pense qu'on n'est pas très très loin du moment où il y a un mec qui arrivera, qui appuiera sur le bouton, il démarrera l'usine, et puis après, tout le truc tournera tout seul. Donc, tu vois, les tâches ménagères, enfin les tâches manuelles, pour moi, sont en voie de disparition. Euh, Et Nico, dans la finance, enfin, ça fait longtemps qu'il y a des algorithmes et que Ray Dalio et ses copains ou d'autres font de créer des algorithmes pour déléguer quelque part la prise de décision qui est sous haute pression émotionnelle dans la finance, ouais. euh, lorsque tu fais un trade ou lorsque tu prends une décision. Et est-ce que ça, toi, tu as vu une inflexion dans le milieu? Non, une évolution, ouais. Une Ouais, évolution. une évolution? Et ce que je peux dire, c'est que c'est toujours plus quantitatif. C'est-à-dire, chaque année, le marché est plus quantitatif, tu as, des algorithmes qui... Parce qu'en fait, tout le problème dans un instrument financier, hein, quel qu'il soit, c'est de l'évaluer, d'évaluer sa valeur, quelle est la valeur d'une action, donc d'une entreprise, quelle est la valeur d'une obligation, quelle est la valeur d'une maison, etc. Et je dirais qu'il y a 20 ans, c'était encore un peu un domaine d'artiste, tu vois. Et là, on arrive à un moment où ça devient, tu as les machines qui font le travail, Ouais, notamment quand, tu vois, une action, par exemple, son cours va changer s'il y a une nouvelle inattendue qui arrive. ouais, Je sais pas, il faudrait que je vous donne un exemple, il faudrait que je vous trouve un exemple, mais disons qu'une une société, on s'attend à ce qu'elle fasse 100 de chiffre d'affaires l'année prochaine, et puis tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'en fait, elle va faire 80, et il faut qu'elle le dise le plus tôt possible au marché. Ça, c'est la régulation, donc elle est obligée de communiquer. Le moment où elle communique, boum, grosso modo, le marché, il va dire, bon, ben, ton chiffre d'affaires, c'était 100, maintenant c'est 80, bah, ça vaut 20% de moins, quoi. À la grosse louche, c'est comme ça qu'il va prendre le problème. Et là, en fait, tu as un algorithme, et ça date pas de ChatGPT, hein, ça existait avant, ouais, qui va, exactement. qui Ouais. va, qui va aller chercher l'endroit où le truc a été publié, qui va le lire et qui va dire OK, moins 20, et qui va aller. Donc, si le truc reste à 100, il va vendre jusqu'à ce que ce soit à moins 20. Et ça, il va le faire en, je sais même pas l'échelle de temps, mais c'est peut-être quelques microsecondes ou pas juste le temps d'aller chercher l'info, de la traiter et d'exécuter des ordres. Et donc ça fait assez longtemps, ça fait pas mal d'années que c'est comme ça quand même, hein. Donc donc ça, je dirais, c'est assez tactique, quoi. Et après, maintenant, je vois des choses un peu plus stratégiques. C'est-à-dire que de plus en plus, tu vois, il y a 25 ans, quand c'était le début d'Internet, où il n'y avait pas encore Internet, quand tout était en papier, ne serait-ce que la collecte de données, si tu voulais comment on appelle Percuté, ça, ouais, le rapport annuel d'une société, il fallait le récupérer par la poste, il fallait le lire. Tu vois, maintenant, c'est le rapport annuel d'une société, tu as un LLM qui va l'attraper sur Internet, qui le lit, qui te récupère, qui regarde les éléments les plus importants, qui va te mettre ça dans un modèle, boum, 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 et à la fin, il te dit, bon, bah, ça vaut tant. Et si tu veux, à chaque fois que je fais l'exercice de prendre une boîte et de me dire, de reprendre de zéro combien elle vaut, ouais, 9 fois sur 10 ou 19 fois sur 20, le marché est passé avant moi, quoi. Et ça vaut exactement. C'est-à-dire, si tu prends les hypothèses raisonnables que le marché a pris, c'est exactement le bon prix, quoi. Et d'accord. c'est un peu comme. Toi qui es prof, c'est un peu comme si tu étais en CM2 ou en sixième et tu donnes une interro de maths. Et, Ouais, euh, toi, tu arrives avec 40 minutes de retard. Et donc, il y a les autres qui ont déjà fait le problème, etc., qui ont déjà trouvé des résultats. Et donc, tu te dis, et donc tu fais ton problème, et à la fin, tu vas voir les autres en leur disant, et t'as trouvé combien, et t'as trouvé combien. Et en général, les mecs, ils ont tous ouais, trouvé le résultat avant toi, quoi. Et ben, c'est un peu ouais, pareil. Et c'est vraiment l'exception quand toi, tu as un résultat qui est différent déjà, et ensuite que tu as bon. valide. C'est-à-dire qu'en général, si tout le monde a trouvé 18 et que toi, tu as trouvé 23, en Ouais, général, c'est que tu t'es planté, quoi. Et c'est très vrai en finance, et c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça l'était il y a 20 ans. Et je pense que ça va l'être de plus en plus. Une autre façon de voir les choses, c'est, tu vois, les échecs, par exemple. Aux échecs,
Donc on jouait les uns contre les autres, humain contre humain. Et puis la première fois qu'un ordinateur a battu un champion, enfin le champion du monde, c'était IBM qui a battu Kasparov en 96. Et donc c'était quand même il y a presque 30 ans maintenant. Et là, tout le monde s'est dit, ah bah, maintenant que les ordinateurs ont battu les humains, on jouera plus jamais aux échecs, ça n'a plus aucun intérêt. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. On a continué à jouer aux échecs. Alors effectivement, le champion du monde, il est moins fort que les machines, et les machines sont de plus en plus fortes par rapport, par rapport aux humains. Mais en fait, les humains, les grands maîtres, se sont mis à en fait utiliser les machines pour s'entraîner, et donc du coup en fait sont devenus bien meilleurs que ce qu'ils étaient avant, parce que tu vois, tu as une espèce d'assistance, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux faire un coup, tu rentres ça dans l'algo, et l'algo te dit, ah bah là tu devrais faire ça. Et là Hmm. où avant tu comprenais pas pourquoi, maintenant tu peux lui dire, mais pourquoi il faut que je fasse ça? Tu avances de 20 coups, et là il te dit, bah tu fais ça parce que boum, ça va déplacer telle pièce ici, et puis dans 20 coups tu le mets échec et mat. Et tu peux revenir en arrière et comprendre, dire, ah ouais, ok, je fais ça maintenant parce que dans 20 coups, qui est en fait ton cerveau ne peut pas calculer 20 coups à Ouais. l'avance. Déjà 3 coups à l'avance, c'est compliqué, mais et donc en fait, et au bout d'un moment, ils apprennent certains schémas par cœur. Tu vois, tu sais en fait ce qui marche et ce qui marche pas dès le départ. Tu apprends des ouvertures par cœur. Du coup, ils sont devenus bien meilleurs. Et puis Hmm. surtout, ce qui est devenu marrant, c'est que tu as des championnats du monde d'algorithmes contre les algorithmes. Donc, Ah, je savais pas ça. ouais, et tu les fais jouer ensemble. Donc, ils normalisent la capacité de calcul. Et Ouais. c'est plus le champion du monde des échecs, mais c'est le champion du monde des algorithmes d'échecs. Et puis, puis bientôt, on aura le championnat du monde de l'intelligence qui programme un algorithme et en fait, on finit jamais, quoi. Ouais. Et donc c'est assez drôle, quoi. Ouais, mais Euh, ouais, juste parce que j'ai une autre remarque, mais je vais peut-être la faire avant de revenir à ma question initiale. Mais finalement, la vie, c'est pas des échecs, c'est du poker au sens où tu vois, il y a des variables qu'on ignore. Donc, tu Bah, vois, un échec. la vie économique, c'est un peu des échecs quand même. Tu vois, hein, Ouais, un business plan, c'est pas du poker, hein. Bah, il y a une partie de prise de risque, mais c'est avant tout être capable de s'organiser, vendre tu vas bien exécuter. La partie exécution, c'est pas du poker. Là où tu fais du poker, c'est quand tu essayes d'anticiper, et c'est justement là que les machines, à mon avis, sont pas encore capables de le faire. C'est, tu vois, essayer d'anticiper le produit que les gens vont vouloir dans 2 ans ou dans 3 ans. Là, hmm. la machine, pour l'instant, n'est pas capable de te le dire. Et donc, effectivement, ça c'est la partie, je dirais, qui reste humaine. Euh, mais tu vois, je dis pas que tout va être couvert par les ordinateurs, hein. Je dis Oui, oui, juste non, que, non, je sais. ouais. Non, mais en fait, Je- ma question était, voilà, où on sera le genre humain dans 200 ans? Enfin, c'est une espèce de scénario cocasse. Et finalement, voilà, quelle est la partie d'intuition, je- d'émotion, de sentiment Ouais, il y a un qui va scénario rester? où on n'a plus besoin de travailler, quoi. Il y a des gens qui me disent, avec l'intelligence artificielle, dans 15 ans, on sera tous à la plage avec un jus d'orange et une paille, on n'aura plus besoin de bosser. Moi, j'ai des gros doutes, mais par contre, je pense qu'effectivement, la nature du travail va changer, quoi. Euh, c- Donc, ils bah, veulent dire ils seront juste dans la vérification, dans le management ouais. de données. Ouais, on va être dans la vérification, mais après, la question, c'est est-ce qu'on va tous vérifier ou est-ce que tu auras besoin que quelques happy few pour vérifier, tu vois. Ouais, Euh, c'est un peu ouais. ça. Moi, ce que je pense, c'est il y a des activités qui vont disparaître, c'est clair. Toutes les activités répétitives que tu peux automatiser, euh, bon, bah ça va être avec l'intelligence artificielle, ça va être fait par les machines. Enfin, c'était déjà en cours, mais ça va l'être encore beaucoup plus. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Je- Franchement, je pense il y a 150 ans, quand tu pouvais voir la révolution industrielle, la mécanisation de l'agriculture, tout le monde s'est posé la même question en se disant, ah, mais où on va? Aujourd'hui, j'ai besoin de, je sais pas, 50 paysans. Donc, je suis en 1875, j'ai besoin de 50 paysans pour moissonner mon champ. Dans quelques années ou quelques décennies, j'aurai une moissonneuse-batteuse. Donc là où j'avais besoin de 50 personnes, j'ai besoin de une personne aujourd'hui. Ou là où j'avais besoin de 200 personnes, j'ai besoin de une personne. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces paysans?
tu vois bien que 150 ans plus tard, tout le monde continue à bosser. On fait juste d'autres choses. Ouais. On n'est plus avec une faucille en train de couper du blé Ouais. au mois de juillet, tu vois. Donc, on verra, Ouais, quoi. Mais, ouais. on verra. Bon, ils sont parfois sur les autoroutes françaises. Ça va, ils sont Ils ont- calmés? Tu veux dire les agriculteurs? Oui. Euh, ouais, je crois que ça c'est un peu. Enfin, non, le problème de fond est toujours là, mais oui, je crois que les autoroutes sont moins bloquées qu'il y a quelques semaines. Ça, c'est les 50 dont on parlait, ils sont où? Ben, ils sont sur l'autoroute. Ah ouais, Mais ils sont venus mettre des bottes de foin à la place de l'Étoile. Il y a, je sais plus, c'était fin janvier, début février. Je trouvais ça ouais, sympa. bah Moi, oui. j'étais. Ouais. Mais sur le fond, ils n'avaient pas raison. Parce qu'ils essaient Ah, pas, en si, fait, de si, vendre de la merde, nous faire euh, bouffer de la merde. oui et non, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a ça. En fait, si tu veux, je dirais qu'il y a deux choses. Et il y a la première chose, c'est que il y a un conflit un peu de restructuration de l'agriculture au sens où en fait les agriculteurs qui s'en sortent en Europe, c'est les agriculteurs qui ont des très grosses exploitations. Donc il y a une prime, mais ça date, ça fait très Ouais. longtemps que j'entends ça, hein. Le remembrement, tu vois, on m'en parlait Oui, déjà quand j'étais petit dans les années dans les 80, ça datait des années cours 30. de géo. Voilà. La consolidation, et ça va avec ce que je viens de dire. C'est-à-dire que vu les gains de productivité dans l'agriculture, qui continuent encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, grâce notamment à la technologie, à l'informatique, où tu vois maintenant on plante ta graine de blé, on te la plante, c'est le GPS qui dit exactement où il faut que tu la plantes. Bon, bref, toujours est-il que je pense que les petits agriculteurs souffrent, et honnêtement, je pense qu'ils sont condamnés. Donc eux, ils se plaignent. Là, je pense qu'il y a un peu rien à faire. C'est-à-dire que les malheureux, tu vois, ils font partie des perdants. Et ça, tu vois, c'est comme dans tous les business. Si t'es Ouais. pas compétitif, t'es pas compétitif. Ceci étant dit, je pense que c'est quand même au niveau de l'Europe qui décide de la politique agricole. Depuis plusieurs décennies, ils assomment l'agriculteur européen de normes. Et puis derrière, ils vont te faire un accord de libre-échange avec le Canada, l'Amérique du Sud, et où là, rien n'est vérifié, tu vois. Et même l'Ukraine, tu vois, moi je suis un grand partisan de l'Ukraine, mais c'est vrai que là, on se retrouve un peu coincé. Il y a plein de produits agricoles ukrainiens qui rentrent sur le territoire européen. Et si on voit les Polonais piquer leur crise, c'est que, tu vois, ça inonde un peu. Tu as les produits ukrainiens qui inondent le marché européen. Évidemment, on n'applique pas, on ne peut pas. En anglais, c'est Appliqué. enforced. Tu vois, Oui, tu vas faire appliquer les normes européennes en Ukraine aujourd'hui, c'est juste impossible. Donc, du coup, tu as une concurrence qui est déloyale. Et ça me paraît totalement valable comme point. Tu vois. C'est pas normal que, je veux dire, si nous, on s'applique plein de normes à nous, tu dois mettre une barrière en disant bah, les produits qui rentrent doivent appliquer les passer mêmes par normes. là. Oui, Et la charge de la preuve est à celui qui rentre. bien sûr. Euh, et c'est valable aussi pour la Chine. Moi, je suis beaucoup allé en Chine. Je m'occupais notamment, je couvrais tout le secteur des aciers, tu vois, des métaux, etc. J'ai visité des aciéries en Chine, des usines d'alu, etc. Je veux dire, enfin, c'est les endroits qui polluent le plus de la planète. C'est les usines qui polluent le plus de la planète. Toute l'électricité est faite au charbon. En plus, je crois qu'ils ont un peu amélioré les choses, mais je me souviens que j'ai débarqué à une ville, je crois que c'est en Shanxi, Oui, qui est une zone charbonifère, où tu as plein de mines de charbon. Euh, En fait, ils produisent des charbons soufrés. Et donc, quand ils les brûlent, après, t'as du soufre qui sort dans l'atmosphère. Et donc, tu as des particules de soufre. Et tu arrives, tu descends de ton avion. Et là, tu as un espèce de petit goût qui pique. Et en fait, ouais. c'est le soufre qui se mélange à ta salive et qui fait de l'acide sulfurique. Et tu as un petit goût d'acide sulfurique dans ta bouche. C'est très sympa, hein. Tu vois, et donc tu as des produits, des aciéries, des, Ouais. qui sont, tu vois, dans la chaîne de production, on repose sur ce genre de choses. Comment tu veux qu'on fasse quoi que ce soit contre ça en Europe? Je veux dire, ils sont à des coûts qui n'ont rien à voir. Et c'est totalement anormal. Et franchement, on a été totalement passifs. Les Américains un peu moins, mais ils s'en Ouais. sortent pas beaucoup mieux en termes de balance commerciale.
Mais là-dessus, bon, on va basculer dans le politique, mais là-dessus, Trump, il a vu quelque chose que Mm. les autres ont complètement subi, en fait. C'est que, c'est que si tu exportes, en fait, si tu fais plein de normes chez toi et que tu exportes la production et que l'endroit où c'est produit, là, il n'y a aucune norme, bon, bah, c'est un modèle qui n'est pas soutenable, hein. Ouais. Non, non, Donc voilà. Voilà ce que j'en pense. Donc les ouais. agriculteurs, Ah, mais c'est intéressant. Mais j'ai de en la Espagne, sympathie. Ouais. j'écoutais un reportage en Espagne aussi où des agriculteurs se plaignaient de la même chose, genre des fraises qui venaient du Cambodge et qui passaient aucune réglementation. Donc ça s'applique à la France, et ça s'applique à l'Espagne, à l'Italie, et à tous les pays d'Europe. Ouais, ah bah ouais, c'est une c'est les normes européennes hein, de toute façon. Et les normes européennes, il y en a de plus en plus, tu vois. Et t'as les Verts au Parlement européen qui veulent toujours taper plus, qui en plus ont une politique un peu malthusienne, qui est de Ouais, dire ouais. faut produire moins, etc. Ouais, d'accord, mais si on produit moins, en fait, à l'arrivée, les gens vont toujours consommer autant, mais on va aller importer depuis partout dans le monde. En fait, on exporte notre pollution, quoi. Ce qui me Ouais. paraît, Et moralement aussi, c'est moralement, c'est pas bien. Voilà, donc il faut prendre des mesures et donc ouais, j'ai plutôt de la sympathie pour les agriculteurs et leurs actions, même si les petits agriculteurs, je crois que, tu vois, même sont si on condamnés. mettait les barrières dont je parle, je pense qu'ils seraient quand même condamnés parce qu'ils font pas le poids vis-à-vis des gros. Mais, euh, mais voilà. Ouais. Non, j'ai échangé avec mes élèves en parlant des tomates, parce que j'étais à quelques mois à Naples, et ils ont, tu sais, sur le Vesuvio, tu vois, il y a la tomate qui pousse à travers la terre volcanique. Et Ouais. bon, peut-être que c'était vraiment un truc romantique que j'avais dans ma tête, tu vois, la tomate napolitaine, mais honnêtement, ça avait un autre goût, bien évidemment que celle que je mange à Boston, même si j'achète mes tomates organiques. Ah, Et tu me rassures. encore un autre, bah oui, j'ai bonne conscience. Tu me Et rassures. encore un Tu autre vas chez goût Whole que, Foods, tu chopes à Whole Foods. Il y a encore c'est Whole bon. Foods quand même. Ça existe Bah oui, encore. ça, Ouais. c'est Amazon. Amazon, mais bon, Ouais, c'est j'ai vu pareil. ça, elle a été rachetée par Amazon. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais même, tu vois, à côté de celle que j'achète à Intermarché de Venelle, quand je suis à Ambras, Ah ouais. là, tu vois, Del- le goût est différent. Donc, ce que je me dis, c'est quelque part, est-ce qu'à un moment donné, des gens qui auront les moyens se feront pas leur cuisine au sens propre et figuré, et en se disant, bon, bah, tu vois, moi, je continue à manger des tomates qui ont un goût de tomate, euh, et, euh, et quelque part, bon, bah, les tomates qui n'ont pas de goût, c'est pour les autres. Ouais, est-ce que quelque part, il n'y aura pas quand même toujours une résurgence de la bonne, enfin, du vrai produit? alors moi, c'est une de mes grandes théories, hein, c'est qu'avec les gains de productivité qui viennent quand même essentiellement de la technologie, hein, un peu de l'énergie, mais en fait, on a suffisamment d'énergie. Et donc derrière, c'est la techno qui va vraiment faire la différence. Va y avoir ce qu'on appelle une premiumisation, c'est-à-dire on va pas demander plus, et c'est déjà en cours hein, depuis pas mal de temps, hein. On va pas Mm. demander plus de quantité. Tu vois. La question, c'est pas est-ce que je mange 5 tomates ou est-ce que j'en mange 20 par jour ou par semaine. Mais ça va être dans la qualité de la tomate. Mais simplement, c'est plus cher, quoi. Ouais, exactement. Voilà, c'est plus cher parce que quand tu es à Venelle, bon, bah, elles sont peut-être faites juste à côté, donc là, ça coûte pas cher. Mais s'il faut les transporter de Venelle à Paris, transporter de la tomate, ça, c'est pas économique, ou en tout cas, ça coûte vite très cher. Donc, ouais, moi, je pense que ça va être clairement une demande des gens, mais c'est un besoin de riche. Il faut d'abord être riche, et puis une fois que tu es riche, tu Exactement. commences à dire, ah oui, non, mais moi, je voudrais une pomme qui a le même goût que la pomme à l'ancienne. Ah, mais sans les verres. Non, je veux pas les verres dedans. Tu vois, c'est quand même. Parce que moi, la bonne pomme de Normandie que je mangeais quand j'étais petit à la ferme, il y avait des verres dedans, tu vois. Donc, Ouais. alors, c'était c'était de la vraie, tu vois. C'était de la vraie pomme normande. Mais bon, t'imagines, si tu vas au supermarché, tu prends des pommes, il y a des verres dedans, tout le monde va dire, mais c'est même pas pensable. Bah, Donc, personnellement, je vais à l'attention au client et je demande un remboursement immédiat. voilà. C'est- Bon, il fut une époque où nous deux, on aurait mangé la pomme, le verre. Bien sûr.
Mais c'est riche en protéines, les vers, de toute façon. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ton apport en protéines Exactement, pour faire du muscle. dont nous avons besoin. Donc, si on reprend dans 200 ans, donc on À pourra quand 200 même ans, dire. c'est loin, hein. Pour moi, 200, déjà 10 ans, c'est déjà loin. Alors 200, Alors prenons 100 ans. 100 ans, oui. Ouais, parce que Ouais. c'est suffisamment loin pour se dire, OK, on sera mort. Enfin, peut-être pas, mais bon. Si, Mais si, je bon, pense. Ouais. ouais, allez. Mais et à ce moment-là, donc bon, on pourra quand même manger des tomates, mais elles vont coûter, enfin des vraies tomates à l'ancienne, tout ça, vont coûter super cher. Mais pas Si, forcément, en fait, parce que non, elles ne coûteront pas forcément super cher. Ça dépend. Euh, si tu veux, si tu as des robots qui sont capables de s'occuper de tout, de s'occuper de ta tomate, tu vois, de passer des heures dans ton verger à tomates pour venir couper la petite feuille, le machin, couper la petite mauvaise herbe, euh, bah, peut-être qu'on va avoir des tomates qui seront bien meilleures. Et après, il restera le coût de transport. Mais c'est pas impossible que tu retrouves ta tomate de Venelle en accès plus large donc, qu'aujourd'hui. Ouais. Quand bon, tu vois donc, les machines agricoles avec la techno aujourd'hui, c'est dingue. Enfin, tu as, des machines pour faire les vendanges, par exemple. Tu vois, le job de vendangiste, je pense qu'il est condamné à terme. Tu as un espèce de truc qui arrive, avec de la reconnaissance d'image, qui repère la grappe, hop, qui te coupe le truc, pof, qui la prend dans la machine. Tu vois, alors euh, qu'avant, t'avais un machin qui te secouait, qui te secouait le truc, mais donc du coup, t'en perdais la moitié. Enfin, et puis ta machine, elle va pouvoir passer dans tes vignes régulièrement, te couper toutes les mauvaises herbes. Tu vois, pendant je dirais pas seulement en septembre, mais le reste de l'année, elle va pouvoir venir te couper la petite feuille qui cache, etc. euh, Euh, Ça va être un truc de fou, quoi. C'est-à-dire et puis ils peuvent sélectionner les raisins aussi, là, en fonction de la exactement, couleur. ils vont te sélectionner les raisins, ils vont te les séparer, ils vont te. Ouais, ça va vachement évoluer. Ouais. Donc si on continue dans 100 ans à boire du pinard, ben, Mhm. il sera quand même peut-être meilleur qu'avant alors. En théorie, il devrait être meilleur. Ouais. En théorie, il devrait être meilleur. Ouais. Ah, donc, non, mais écoute, ce que j'aime bien, c'est que c'est optimiste. Parce que souvent, tu vois, il y a quand même un discours assez pessimiste autour de l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va devenir? Tu vois, c'est ce que je disais, est-ce que l'avenir de l'homme, c'est le robot? C'est plus la femme? Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on va devenir? Ben, on Et verra bien. On verra bien, oui, mais mais encore une fois, il n'y a rien de nouveau, quoi. Je veux dire, depuis la révolution industrielle en gros, 1830, on s'est posé la question, on s'est en permanence posé la question et on existe encore et on a l'air encore à peu près humain, tu vois. tu parlais de Malthus, mais il y a quand même des gens qui pensaient qu'on n'allait plus avoir suffisamment à Ouais, manger. ouais, Euh, exactement, ouais. Ouais, 17e, ouais, ouais, 18e. exactement. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens au 18e qui disaient, mais où va-t-on? On va tous mourir. Bon, il y a eu deux, trois épisodes, De tu vois, la famine. Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ça Oui. s'est pas passé, ça n'a pas été un long fleuve tranquille quand même. Mais globalement, globalement, on est toujours là. Ouais, non, je dirais que en fait, là où peut-être je trouve on s'est pas amélioré, c'est sur le plan. Euh, Tu vois, je dirais pas religieux, mais aussi un peu Ouais. religieux. Je pense que là, Ouais. pour le coup, on a perdu en intériorité par rapport à. Enfin, peut-être qu'on se fait une idée aussi hein, fausse de la façon dont ça se passait il y a 200 ou 300 ans. Mais ouais, je pense qu'on est plus matérialiste qu'on l'était à l'époque, et ça, je pense que c'est une régression. Hein. Mais bon, je pense que la tendance euh, Ouais. Mais reste au justement, matérialisme. j'allais parler enfin, de la partie spirituelle de tous ces projections et de scénarios de science-fiction, mais toi, tu la vois où l'épreuve d'un matérialisme plus prégnant et plus présent dans notre Bah, société? déjà, la disparition des religions, Ouais. en général, toutes, hein, elles sont toutes sur le reculoir. Même l'islam, je pense que tu vois, la violence d'une certaine frange de l'islam est une Mhm. espèce de réaction à sa nécrose, en fait.
Et donc, du coup, elle a une réaction violente que tu n'as pas dans le christianisme. Mais au fond, c'est le même problème, qui est que, à mon avis, là où peut-être les gens se tournaient plus vers le spirituel quand ils avaient plus de problèmes dans la vie matérielle, et que la vie était plus courte aussi, parce que l'espérance de vie n'était pas du tout la même. Donc, tu vois, si ton espérance de vie, c'est 45 ans, bon, moi j'en ai 43, bon, bah, 43 ans, tu te détaches complètement des choses matérielles, je pense. Tu vois, si tu te dis, il me reste, statistiquement, il me reste 2 ans à vivre, Ouais, bon, bah, tu vois, ouais. savoir si tu vas manger des tomates qui sont meilleures ou pas, c'est plus trop la question, je dirais. Maintenant, mon espérance de vie, c'est 80 ans. Donc, quand j'ai 45, tu vois, naturellement, je dirais, tu as tendance à te dire, t'as tendance à te concentrer sur le matériel, ta carrière, ta fortune, etc. Alors qu'à mon avis, à l'époque, très très vite, tu te détachais plus, tu vois. Puis il y avait une mortalité infantile, à mon avis, ça change tout, quoi. Quand tu as 6, 7, 8 enfants et il y en a 5 qui meurent entre 0 et 15 ans, ouais, tu vois pas du Ouais, tout la vie de la même façon ouais, de la même que, manière. que quand tu en as un ou deux et qui vivent, par contre, jusqu'à 80 ans, quoi. Avec quasiment 100% de chances de vivre au moins jusqu'à 70, quoi. Mm. Donc voilà, alors attends, je sais plus trop où je voulais en Ouais, venir. non, non, mais Ouais, c'est donc il y a ça. intéressant. Ouais, et je pense que tu vois, aujourd'hui, on a l'impression que dans les pays, c'est-à-dire que l'Europe a été un peu la première zone à se déreligiosifier, je dirais. Ouais, Euh, ouais. je pense qu'aux États-Unis, c'est venu un peu plus tard, mais c'est en cours. En cours, ouais, Et puis après, bon. c'est en cours partout, partout dans le monde. Tu vois, les Africains, ils y vont tout droit aussi. Ceux qui vivent là-bas le disent qu'ils voient la progression enfin, tu vois, l'arrivée du confort matériel qui arrive. Et puis, en face de ça, la spiritualité qui disparaît, quoi. Déjà, et toute forme de spiritualité, hein. J'irais même jusqu'à l'intérêt pour la philosophie, tu vois. Enfin, ça, je sais pas ce que tu en penses, que c'était peut-être mieux Ouais, bien placé pour sûr. moi pour le dire, mais ouais. Oui, Voilà. enfin, bon, je le vois à travers, pas de première main, parce que je suis pas, j'ai pas assez de temps pour me plonger trop souvent dans Instagram et tout ça, et les réseaux sociaux. Mais, euh, mais quand même, je, il y a une forme comme d'éclaboussure, tu vois, de philosophie et de religion. C'est-à-dire que de temps en temps, tu vas avoir un type qui va, bien évidemment, sans citer les sources, puisque ça serait trop simple, mais parler du stoïcisme, ou tu vas faire des références au stoïcisme comme ça à droite, à gauche, ou tu vas avoir aussi, je sais pas, un passage de la Bible qui va être cité. Et, et finalement, si tu veux, ils ont vraiment comme une éclaboussure d'une pensée. C'est assez étrange. Alors, et je me disais, Olivier, Ouais, bon, c'est bien sûr, c'est- c'est totalement superficiel, tu veux dire. ouais, c'est superficiel. Alors, il y a le vieux con qui est en moi qui disait, ouais, non, c'est horrible, ils connaissent pas la Bible, ils vont pas connaître ci, ils vont pas connaître ça. Et je me disais, finalement, moi aussi, je suis optimiste des jours. Mais je me disais, finalement, est-ce que c'est pas la survie des textes, de la pensée? Je trouve que les réseaux sociaux sont pleins de gourous. Et c'est pour ça qu'avec ces lives, je voulais absolument pas faire des snippets et des petits extraits, parce que je veux résister à l'extrait. Parce qu'on extrait la pensée d'un truc et tu sais pas de quoi il parlait, mais t'as un espèce de mec avec un costard businessman qui a fait fortune en Colombie et qui t'explique qu'il faut travailler dur. Tu sais pas où il a fait sa fortune, tu sais pas qui il est, mais bon, il a l'air bien rasé, il a l'air propre sur lui. Il t'explique comment il a fait fortune et comment dans la vie, finalement, l'esprit d'entrepreneur est la meilleure chose qui existe. Et tout ça masque tout le reste. Mais il n'empêche que quelqu'un qui écouterait ça se dirait, bah, après tout, moi aussi, j'ai envie d'être entrepreneur, ou les valeurs de l'entrepreneur me séduisent. Donc, je sais pas, ouais. Je reste optimiste aussi, en sachant que là aussi, il y aura toujours des gens vouloir revenir au texte, et Ouais, comme à à la, mon avis, comme à la tomate, comme ouais, à ce la qui est tomate. bien aujourd'hui, c'est que si tu as accès à toutes les sources.
Et tu l'as de plus en plus facilement, je dirais. Tu vois, les LLM, là, ChatGPT, Ouais, c'est un accès encore plus facile parce que avant tu avais une bibliothèque, et Wikipédia, en gros, pour faire simple. Et maintenant, ouais, tu as carrément le bibliothécaire. Avant, tu savais pas où aller chercher. Si tu voulais regarder même un truc en histoire, tu voulais t'intéresser à un épisode historique, bah, tu disais, je sais pas, je voudrais m'intéresser à la Fronde. Bon, bah, tu allais sur la page Wikipédia de la Fronde et tu as un truc qui fait 50 pages, tu n'as pas le temps de tout lire. Là, tu peux demander à ton LLM, à ton chat GPT, c'est quoi la Fronde? Alors, la Fronde, et elle te sort un condensé, puis tu peux poser des questions. Tu vois, tu as, le mec qui connaissait tous les bouquins là, et qui pouvait te dire, c'est celui-là que tu devrais lire. D'ailleurs, page 153, il y a un ouais. dessin que tu vas bien aimer. Donc, l'accès est de plus en plus facile. Maintenant, ce que les gens vont vouloir creuser, effectivement, je suis pas sûr que le confort matériel participe tu vois, accentue la volonté de vouloir creuser. Je pense même que c'est le contraire. Mais, Absolument. euh, mais bon, tu vois, peut-être que quand les gens deviennent vieux, ou il y a forcément un moment où tu prends du recul, j'imagine, hein. Euh, Non, mais ouais. tu sais, on discute et je pense à des pages de Montaigne, mais malheureusement, je me souviens plus exactement où c'est, où Montaigne réfléchit sur la mort et, et sur l'inquiétude de la mort qui est censée animer le philosophe. Tu vois, philosopher, c'est apprendre à mourir. Et il part de ce truc et finalement, il prend l'exemple d'un paysan, notre paysan qu'on a fait disparaître, qu'on va finir par réussir à faire disparaître, Ouais. et Ah, qui on l'a fait lui, disparaître, hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est un businessman, hein, le paysan d'aujourd'hui, hein. C'est- Exactement. Et donc là, Montaigne dit, bon, lui, enfin, il part du postulat que le paysan ne se préoccupe pas de la mort, ce qui est peut-être une assumption, enfin, préjugée de Montaigne. Mais si on suit Montaigne, quelque part, il y avait le philosophe qui pense à la mort et qui regarde le paysan en se disant, lui, il n'y pense pas. Mais finalement, Ouais, finalement, est-ce qu'on n'est pas ça dans me cette paraît. situation où on regarde les autres en se disant, bon, eux n'ont pas de spiritualité, ils pensent pas à la mort? Et en fait, ils y pensent, mais la spiritualité prendra de nouvelles formes. Ouais. Voilà. Alors ça, moi, j'y crois beaucoup. En fait, il y a tu vois qui c'est, Chantal Delsol, ça te dit quelque chose? Oui, tout à fait, qui a fait Ouais. une Elle a écrit université un là. bouquin que j'ai trouvé génial, qui s'appelle La fin de la chrétienté. Tu l'as lu ou pas? Non, je l'ai pas lu. Alors, je vous le conseille tous, c'est hyper Ouais, intéressant. Et en gros, sa thèse, c'est de dire, en fait, au IVe siècle après Jésus-Christ, dans l'Empire romain, on est passé du paganisme au christianisme en 100 ans, quoi. Euh, donc, on est passé d'une société païenne à, je crois que vers l'an 400, une société où, en fait, l'État était devenu chrétien, et c'était le christianisme qui imposait ses structures, qui imposait notamment sa morale, euh, tu vois, dans la loi, quoi, qui transposait sa morale dans la loi. Et, euh, et ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'assister à l'effet inverse. Et ça, en fait, sa grande thèse, c'est de dire, bon, ça, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que le christianisme est sur le recul, ça me paraît ouais, clair. Mais par contre, la question, c'est vers quoi on va? Et alors, tu pourrais dire, enfin, beaucoup de gens pensent on va vers le vide. Et elle met du contenu, elle dit non, non, on va pas vers le vide. On retourne au paganisme, en fait. Et c'est ça que je trouve très intéressant parce que, et elle prend toutes les lois, en fait, le détricotage de lois qui, en fait, venaient du christianisme. Tu vois, ouais. je pense que la loi sur l'euthanasie, là, qui va sortir en France, c'est exactement un bon exemple. C'est-à-dire que si l'euthanasie était interdite, ça, c'est une norme, une norme chrétienne. Je Absolument. ne pense pas que dans la Rome païenne, tu vois, il y avait l'interdiction de l'euthanasie. Il y avait même l'autorisation de l'infanticide. Non. Et en Et fait, le suicide, le excuse-moi, suicide, et le voilà, le suicide comme suicide, pratique. voilà, la vie, la notion de vie et de la valeur de la vie n'est pas la même dans le paganisme. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que dans le paganisme, la morale ne vient pas de la religion.
Tu vois, la religion dans le paganisme, c'est il y a un arbre, tu penses qu'il est habité par un esprit, donc tu vas faire une petite prière à ton arbre, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de tuer ou pas de tuer, ou de voler ou de pas voler. Tu vois. Ça, c'est Moïse, quoi. Tu Ouais, voleras pas, tu tueras pas, tu feras pas ci, tu feras pas ça. C'est la Bible et le christianisme. Et ça a été transcrit dans la loi. Et donc, si le christianisme disparaît, et ben, toutes ces lois reviennent, parce que en fait, à Rome, il y avait des lois aussi. bah, Ok, bien sûr. l'infanticide était autorisé, mais il y avait des choses qui étaient interdites. Il y avait des règles. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que la morale est le fruit d'un combat politique ou d'un équilibre politique. En fait, la morale est définie par l'équilibre politique entre diverses forces, quoi. C'est le politique est l'arbitre de la morale. Et je pense qu'on y retourne tout droit, quoi. Et en fait, c'est éclairant parce qu'elle dit, bah, regardez comment ça se passait sous l'Empire romain. Et tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant, quoi. Et donc, du coup, ouais, moi, j'ai l'impression qu'on retourne à la période pré-chrétienne. Alors, sauf que ce qu'on n'a pas, on n'a pas Jupiter, Poséidon, etc. Mais est-ce que c'est vraiment, tu vois, la mythologie, on n'a pas la mythologie, on n'a pas les temples, mais en fait, tout ça, c'était finalement peut-être relativement accessoire, en fait. Tu vois, parce que si tu reprends les Grecs, enfin, tu connais mieux que moi, mais euh, qu'est-ce qui était le plus important dans la mythologie grecque? Tu vois, c'était un peu une philosophie quand même. C'était l'histoire C'était en une elle-même. Tu Oui, vois, et puis, enfin, ils étaient extrêmement religieux aussi, tu vois. Mais enfin, en tout cas, dans la religion romaine, et, enfin, les religions des anciens, il, il y a beaucoup de magie, tu sais, alors, d'attention. voilà, Tu vois, alors ça, c'est ce dans qu'on la n'a pas. Ouais. formule, dans la formule de, par exemple, prononcer 6 fois la formule, si tu fais la moindre erreur, tu dois tout recommencer. Tu vois. Il y avait, D'accord. euh, Ouais. Donc il ça, y ça avait c'est pas la mal. partie qu'on a laissé tomber. Mais pour le reste, Mais, tu vois, par exemple, la guerre de Troie. Prends la guerre de ouais, Troie, qui est un truc fondamental, je pense, dans la civilisation grecque, qui est un espèce d'événement mythologique fondateur. Pour moi, la Seconde Guerre mondiale, par exemple, c'est la guerre de Troie du monde moderne. Tu vois, ah, on intéressant. en revient toujours à la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai, Alors, c'est vrai, ok, c'est c'était un intéressant. événement gigantesque, sans précédent. Je suis d'accord avec ça. Mais je pense que depuis, et en fait, la raison pour laquelle c'est devenu un tel événement fondateur, pour moi, c'est l'arrivée de la bombe nucléaire et du fait qu'on ne peut pas recommencer une guerre où en fait, quasiment des continents essayent d'annihiler d'autres continents, tu vois. Et donc, du coup, je pense que enfin, la destruction de l'Allemagne, du Japon et de l'Italie en 1945, c'est la même chose que la destruction de Troie il y a 3000 ans. Euh, et voilà, et ça va rester. Tu vois, même Napoléon, c'est moins, Ouais, c'est moins présent dans les esprits, je trouve. Alors que non, c'était aussi quelque chose de lourd, hein, Napoléon. c'était Il lourd. y a eu beaucoup de morts, tu vois. Ouais, Mais ouais, ouais. pas une telle rupture, je trouve, en fait. Voilà. Et donc, Ça, c'est très intéressant, ce parallèle entre Troie et la Seconde Guerre mondiale, enfin, du XXe siècle. ouais, et parce que, enfin, franchement, on ne parle que de la Seconde Guerre mondiale, enfin, dans le référentiel, quoi. Et je me dis toujours, mais ouais, c'est Hector, un Patrocle. Tu, À chaque fois qu'il y a une bataille, on dit, ah oui, bah, c'est comme en 1944 pendant la bataille de Normandie. Et pas à tort, hein, mais tu vois, je pense qu'à chaque Ouais, fois qu'il y avait une bataille en Grèce, on disait, ah ouais, c'est comme quand les Grecs étaient en dessous du mur des Troyens et qu'avec leurs chars, ils sont arrivés. ouais, et puis on retrouve tu vois, le même rapport, même littéraire, au sens où ça a généré, la Seconde Guerre mondiale a généré des épopées, que ce soit sous forme de témoignages ou sous forme d'enquête Ouais, historique, même romanesque ou théâtre, enfin, ça a touché tous les points de la littérature, enfin, la manière dont on dit notre histoire, nous, en tant qu'être humain. Tu vois, ouais. Tu vois, l'Iliade politiquement, s'appelle l'éducation. politiquement, par exemple, De Gaulle, aujourd'hui, c'est dans la classe politique française, tout le monde se revendique de De Gaulle. Bon, c'est même pas parce qu'il a fondé la Ve République. C'est l'appel du 18 juin, c'est 1940.
ça commence et ça s'arrête là, quoi. C'est la Seconde Guerre mondiale. C'est l'événement fondateur. Donc, du coup, ça donne un espèce de père fondateur. Enfin, tu vois, c'est le roi des Grecs, quoi. Et c'est marrant, je trouve. Enfin, Ouais, quand même, c'est non. très vrai. C'est- Ouais. Il y a le côté, et puis il y a le côté mythique et légendaire, au sens où Ouais. qu'est-ce qu'Agamemnon a trafiqué dans la guerre de Troie, on ne sait pas vraiment, mais voilà, c'est pas ça le problème. Le problème, Non, c'est c'est qu'on pas. est, Ouais, on s'en fout. Ouais. ouais, le Dans truc, c'est le qu'on mythe, est père la fondateur. réalité n'est pas vraiment ce qui compte. Ce qui compte, c'est comment ça devient un mythe, quoi. Et en plus, c'est Ouais. même pas, je pense même pas que ça vient d'une volonté des protagonistes de le faire devenir un mythe. Ça se mythifie tout seul, en fait. C'est par la force des choses. Je trouve que c'est très impressionnant. Ouais, et puis l'ampleur, c'est comme tu parles de la, bon, que ce soit le génocide ou la bombe atomique, l'ampleur du massacre ou les morts des Russes, les 20 millions de morts, enfin bon, euh, Ouais, plutôt c'est 30 en fait, mais plus de 30. Ah ouais, ouais. plus de 30. Ouais, ouais, les dernières estimations, c'est 30 millions de morts en Union soviétique. Ouais. Ouais, c'était vraiment abominable, hein, mais enfin, c'est Ah, vrai que c'est un massacre c'était un massacre. moderne à une échelle qui n'a jamais été Un égalée. massacre. Ah ouais, ouais, c'est. Bah, il y a un historien, Jean Lopez, là, qui est un spécialiste du conflit germano-russe, enfin germano-soviétique, donc qui a écrit des bouquins. Et il a sorti un bouquin sur l'opération Barbarossa il y a 2 ou 3 ans, de 800 pages. Donc, il fait les 6 premiers mois, tu vois, juin 41 jusqu'à la bataille de Moscou. Euh, Ouais, faut s'accrocher, hein. C'est gore, hein. C'est ouais. vrai que tu te dis, mais ils étaient complètement fous, quoi, hein. Trigger, trigger warning. Non, mais c'est même pas trigger warning. Tu vois, par exemple, les Allemands ont fait 4 millions de prisonniers et ils les ont laissés crever de faim. C'est hallucinant, quand même. C'est Ouais. c'est quand même incroyable, quoi. Et bon, donc c'est vrai que ça peut expliquer que ça marque. Non, mais c'est vraiment, tu lis ça et tu te dis, mais c'est la destruction de la ville de Troie à la fin Ouais. à la fin de l'Iliade, quoi. Il reste Euh, plus rien, quoi. Tout a été rasé. Donc c'est normal que donc, ça marque. donc on reste optimiste et comme Chantal Delsol, l'avenir spirituel, ça n'est pas le vide, mais c'est une forme de retour à une spiritualité Ouais, exactement, en fait. En fait, c'est exactement polythéiste. ça. Ouais. C'est-à-dire que Polythéiste. ouais, la nature a horreur du vide. Mm. Et en fait, naturellement, tu reviens à une spiritualité un peu naturelle. Et bon, tu vois, il n'est pas absurde de penser que ça ressemble à. Ça emprunte beaucoup de l'univers pré-chrétien, en fait. Mm. Avec des différences, hein. C'est que, comme tu disais, il n'y a plus de temples. Enfin, on a des temples modernes, hein. Tu vois, le Panthéon, c'est un peu un temple moderne, hein. Non, Là, on met des morts au Panthéon, on les transforme un peu en demi-dieux. ouais, on vient faire Il des y a un peu des prières. parallèles. C'est un peu moins. On prétend pas que ce sont des dieux, mais il y a quand même un peu des rites. On recrée un peu des rites, quoi. Et c'est des rites qui sont politiques, tu vois. C'est le politique, c'est l'État et le politique qui dit ah ben un tel et un tel, voilà, Il mérite de. ouais, ils méritent. Ce qui est pas la même chose que de donner une médaille du vivant de quelqu'un. C'est pas tout à fait pareil. C'est Ah non, c'est l'utilisation d'un être qui est mort à des fins politiques. Parce que Ouais, mettre alors Camus, ce qu'on a toujours fait, on se hein, ce qu'on a souvient, toujours fait, mais tu vois, on se souvient du débat de Camus au Panthéon. Le mec, il est à ouais, Lourmarin exactement, ouais. dans sa tombe, c'est Camus, et puis tu le déterres, tu profanes sa tombe et tu le mets au Panthéon. Hmm. Mais ça c'est un acte fondamentalement religieux, tu vois. Ouais, On, on prétend qu'on est une république, alors plus la République française d'ailleurs que la République américaine, hein. Que la République américaine n'est pas athée au sens où le serait la française, où la française ne reconnaît pas le concept du divin, alors que la République américaine, il y a Dieu dans la Constitution, et tu mets ce que tu veux dans Dieu, mais bon, je oui, pense, je pense qu'en pratique, ça change pas grand-chose, mais c'est quand même une petite distinction théorique. Et pour moi, ouais, mettre des grandes figures au Panthéon, c'est un acte religieux. Alors que donner une Légion d'honneur à quelqu'un,
voilà, c'est pas un acte religieux, tu vois. Tu remets une décoration, c'est une Ouais, reconnaissance du vivant de quelqu'un, d'un acte, tu vois, d'une réussite ou d'un truc utile pour la société. Mais et ce que je trouve marrant, c'est qu'on ait besoin de faire ça. C'est que le politique ressente le besoin de faire ça. ouais. Euh, tu vois? Et donc, dans cette disparition, enfin, ou la réapparition du paganisme, il y a une chose que j'aimerais pas voir réapparaître, c'est la conception qu'ils avaient de l'amour. Pour avoir beaucoup étudié les latins et les grecs, euh, je trouve que le christianisme, enfin, ou dis-moi, disons ça comme ça, le monothéisme, euh, a apporté, enfin, a donné à la notion d'amour euh, sa véritable force. La notion qu'ils avaient, les anciens, grecs et latins, est assez rudimentaire. On n'aimerait pas, en effet, on n'aimerait pas retourner à cet univers-là. Mais qu'est-ce que tu penses de cette idée que Moi, je m'y le connais moins que christianisme toi sur. a donné à l'amour ou à, à ce principe abstrait, bon, peut-être symbolique, mais bon, pour certains comme moi, je pense réel, tu vois, Mais tu l'amour penses, existe. tu penses à l'amour. Ben, Euh, l'amour en tant que principe, ouais, en tant que sentiment, en tant Mais que tu force. penses, tu vois, à l'amour sexué ou tu penses aussi à l'amour pour tes parents, pour tes enfants, Ben, tu vois, j'engloberais tout ça. en tant que sentiment amoureux ou c'est plus large, euh, J'engloberais tout, oui. t'engloberais tout? J'engloberais tout. Alors, Parce que, je connais pas assez bien la société antique pour, tu vois, là, c'est là que c'est ma formation d'ingénieur, oui. eh, Au moment, j'ai plus fait que des maths, donc j'ai abandonné trop tôt mes cours de grec, même si j'en ai fait un peu. Euh, Mais donc, je connais pas assez bien. Ouais, je suis pas capable de te dire ce qui ouais, relève de l'Antiquité, ce qui relève du christianisme. Par contre, je suis d'accord que le christianisme a une théorie sur l'amour, ça c'est clair. Bon. Euh, mais ouais, si, en fait, je suis prêt à te croire, mais je ne suis pas assez oui, expert pour pouvoir d'accord. Non, mais donner mon avis, quoi. oui, Ouais. mais tout simplement, enfin, on pourrait dire ça sur l'amour parce que quelque part, tu vois, ça va sous-tendre. Alors, le christianisme est une religion de l'amour, mais ça va sous-tendre plein d'autres éléments de notre vie. Tu parlais tout à l'heure de l'infanticide, tu vois. Et ils avaient quelque chose qui s'appelait l'imperium. Donc, le pater familias avait l'imperium. Donc, il Ouais. avait la potestas, potestas et imperium. C'est bien ça. Potestas, Ça me plaît bien ça. mais l'imperium, c'est le droit de vie et de mort. Donc, Ouais, le père famille. moi je trouve qu'on devrait étendre ça, tu vois. Je trouve que je devrais avoir l'Imperium sur beaucoup de gens. Euh, Donc, voilà, l'imperium, donc sur les gens de la maisonnée, tu vois, et donc, bon, femmes, enfants, esclaves, bien évidemment. Et si tu veux, le christianisme, dans la mesure où l'amour devient, tu vois, la grande valeur et la vérité avec un V majuscule, ça désamorce le fait que si je suis mal luné, je sors mon glaive et puis, allez hop, je, tu vois, Juanito, mon petit dernier, il a pris un coup de glaive derrière la nuque. Quelque part, tu vois, ça a fondé toute une morale. Tu vois. hmm. Ouais, c'est sûr, Et le rôle de la femme c'est sûr. également. Ouais, et moi, il y a quelque chose que j'ai pas envie de revoir dans l'Antiquité, enfin, qu'il y avait dans l'Antiquité, c'est l'esclavage. C'est que Exactement, c'était l'état naturel des choses. Tu étais une cité grecque, tu allais te bastonner avec la cité grecque d'à côté, tu perdais, tu devenais esclave. bien sûr. Tu perdais tes droits, voilà. Et, et ça, c'est vrai que, tu vois, ça peut être un aboutissement naturel des choses actuelles. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut lutter pour l'état de droit. Alors, après, l'origine, est-ce que ça a une origine chrétienne ou pas? On peut en discuter, mais cette idée que tous les êtres humains, en fait, ont la même valeur fondamentale et que Exactement. tu vois, parce que tu es plus fort, que tu as le droit de zigouiller le plus faible, oui, ça, c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'ai envie de revoir. Mais Voilà, tu vois, moi, ouais, je constate une tendance. On verra si on en arrive là, mais si on en arrive là, il faudra résister, quoi. C'est clair. C'est absolument. ouais. Et mais je pense, par exemple, pareil pour la femme, c'est-à-dire que les premiers féministes, c'est les premiers chrétiens. C'est-à-dire que
la société, je dis toujours aux gens, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais évidemment, les sociétés antiques étaient profondément inégalitaires. Je parlais de l'impérium, mais bon, Hmm. la Uxor, dans l'Antiquité, elle a pas le droit de vie et de mort. Elle peut prendre un coup, mais et sans parler du gynécée, enfin sans parler de cette séparation, la chrétienté a touché d'abord les femmes et les esclaves, puisque Est-ce que tu, quelque- est-ce que tu dirais que l'idée d'égalité, dans l'Antiquité, la force primait le droit ou quand même qu'il y avait quand même une notion de je droit qui primait sur la force pense que le droit justifiait la force. Tu me diras, Ouais, alors, ouais, mais ouais, bien enfin, de toute souvent, façon, même encore aujourd'hui, hein, un peu, oui, même encore en tout cas, aujourd'hui, dans les relations entre États, tu vois, mais on est tous égaux, je suis d'accord tous égaux. ouais, je suis d'accord avec l'idée d'un retour du polythéisme et du paganisme, mais quelque part, tu vois, il y a des choses que j'aimerais pas voir revenir, comme la disparition. Ouais. Et je dis pas que c'est une bonne chose de le retour du Oui, polythéisme et du oui, paganisme. Je dis juste Chantal Delsol, je trouve que ce qui est bien, c'est qu'elle a mis un diagnostic. C'est-à-dire que là ouais, où tout le monde, là, c'est la fin de la non, brillant, civilisation. brillant. Non, Rome, c'était une civilisation, la Grèce, c'était une civilisation. Si là, le processus qui est en cours, c'est un processus de retour à ce qu'était Rome et ce qu'était la société à l'époque de Rome et de la Grèce, bon, bah, au moins, on sait où on va, quoi. Et après, on peut dire, ah ouais, il y avait du plus, il y avait du moins, et il y a des choses qu'on n'a pas envie de revoir. Mais ça permet de mieux comprendre, tu vois. Parce que, Exactement. est-ce qu'elle dit, elle dit qu'à l'époque, en fait, au IVe siècle, les gens, la transition du paganisme vers le christianisme, ça a dû être quelque chose Ah ouais, d'incroyable, en fait. Enfin, tu vois, pour les vieux païens, ça a dû être la disparition de leur monde complète, quoi. Comme depuis 150 ans pour les chrétiens qui sont encore, tu vois, à l'ancienne, je dirais. Il y a une décomposition de tout hein, qui s'observe. Enfin, on pourrait compter le nombre de prêtres. Je pense que le nombre de prêtres catholiques en France, il y a 100 ans, devait y en avoir 80 000. Aujourd'hui, on n'est même pas à 4 000. Bon, bah, mathématiquement, tu vois bien qu'il y a une disparition d'une structure. Tu la constates. Et je pense que c'était la même chose enfin, dans l'autre sens au IVe siècle avant Jésus-Christ. Tu vois. Et exactement. si je pense que si tu étais sénateur romain comment il s'appelait là, sous Constantin, Quand on a. tu vois, bon, bah, ça devait être quelque chose quand même. Ça devait être déstabilisant. Ouais. Donc, Et je peux pas m'empêcher de dire, est-ce que c'est mon ego qui me fait penser, enfin, tu vois, qui m'amène, parce que je suis à fond dans ce que tu dis, qui m'amène à se dire, OK, je suis le spectateur et en même temps l'acteur de ce changement de civilisation. Est-ce que c'est mon ego qui me fait, qui me dessine ce spectacle baroque, ou est-ce que c'est la réalité? Et bon, je pense que c'est la réalité, tu vois. Quand je tu pense prends qu'il y a les des chiffres, éléments objectifs, tu vois, que ce tu que prends je te les chiffres dis, ouais, il y a des des éléments prêtres. objectifs. Tu vois, la Bible fonde quand même la civilisation occidentale, qu'on le veuille ou non, on peut rien faire. Mm. Tu vois, Et tu te je promènes. pense que tout va pas disparaître, si tu veux. 1500 ans de christianisme, ça s'efface pas. Et d'ailleurs, le paganisme, Exactement. tu vois, en fait, Ouais, tu vois, on est devenu une société dont le pouvoir était chrétien à partir du 5e siècle. Mais ça ne veut pas dire que le paganisme a disparu du jour au lendemain du tout, quoi. Ça a exactement. mis des centaines d'années, quoi. Donc, Exactement. On se promène donc voilà. encore à Herculanum, Pompéi, pour continuer ma métaphore napolitaine. Exactement. Mais La basilique, tu vois Notre-Dame à Paris, bon, elle prend feu, elle s'écroule. Tu vois, le premier truc qu'on fait, c'est on reconstruit et tout le monde. L'État, les particuliers, LVMH, tu vois, c'est bien marrant sûr. quand même. Mais Ouais, dessous, il y a des temples païens. Tu vois? exactement, ouais. Ouais. C'est ça qui est. Et puis, je pense que si l'Acropole d'Athènes s'écroulait, on ferait pareil, en fait. Ouais, ouais, Je pense que dans la société, c'est un peu la même chose. Alors, le ouais. christianisme, c'est plus proche, donc peut-être qu'on va encore plus vite, mais tu vois, un monument, je pense que si le colosse de Rhodes existait encore aujourd'hui, qu'il y avait un tremblement de terre et qu'il s'effondrait, on le referait, tu vois, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et il y aurait des Même si, donations, tu vois. même si on ne serait pas allé prier au Colosse, tu vois. Exactement. Ouais. Non, mais on dirait, ouais,
je pense que ça parle, tu vois, c'est, les gens, en fait, il y a une reconnaissance que les gens qui ont fait ça d'abord avaient du talent artistique, architectural, et que ça a été fait pour quelque chose qui dépasse le simple, euh, le simple intérêt particulier de quelques-uns. Tu vois. Hmm. C'était, et voilà, et que ça fait aussi partie du patrimoine, même si la plupart des gens, ça leur parle plus Voilà. trop. Mais je discutais avec un ami sur cette question tu sais, de la connaissance de la Bible pour comprendre la musique ou pour comprendre, tu vois, la peinture de la Renaissance. Ouais. Mais je me faisais tu sais, bon, je disais, ouais, ben, en gros, tu vois, l'espèce de vieux réac en disant, ben, plus personne sait ce que ça veut dire. Mais quelque Mhm. part, euh, on aurait pu faire le même procès aux gens au sujet de la mythologie gréco-romaine ou des Je éléments pense, ouais. culturels. Bah, Les gens visitent Rome sans savoir ce que c'est qu'un consul, sans savoir ce que c'est, enfin, avec une ouais, je pense. connaissance Puis en plus, primaire. c'était des sociétés où, enfin, jusqu'au 19e siècle, la grande majorité des gens étaient illettrés. Hein. Donc, tu vois, ceux qui connaissaient la mythologie romaine, à l'époque de Rome, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Donc, Exactement. je pense que tu pouvais faire le même procès sans problème. Alors qu'aujourd'hui, tu peux être avec ton short, tes je sais plus comment ça s'appelle ces chaussures que je déteste. Birkenstock. 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 Ouais. J'espère que t'en as pas, je suis C'est désolé. c'est coté en bourse, mais je n'en ai pas. Non. Mais j'ai été obligé de regarder, etc. Ouais. Euh, J'en ai trouvé qui étaient avec un peu de fourrure aussi. Il Pour, y a, il y a Crocs aussi. Hein. Les Crocs, c'est aussi coté en bourse. Hein, je dois me taper de regarder est-ce que c'est des bonnes chaussures, est-ce que les gens veulent en acheter. Voilà, c'est mon métier. Tu vois. C'est mes enfants en ont, donc tu peux y les aller. Crocs? Ok, Ouais. bon, c'est bon alors. Allez, on va passer à un ordre tout de suite. Ah, et ils ont tout, avec la fourrure à l'intérieur, la fourrure à l'extérieur, les petits pins. Mais oh, je suis un bon papa. Alors, Crocs, hein, pas Birkenstock. Hein. Tu confonds tout. Non, Birkenstock, j'ai dit là, Là, t'as il dit. faudra me passer dessus. Faudra me passer dessus avec un train euh, moi vivant, jamais. Ok. Mais, mais quelque part, ce qui est derrière toute notre conversation en filigrane, c'est qu'est-ce que nous, on laisse, voilà, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Parce Ah, ça, c'est une bonne on y peut, question. Hein. on Moi, y peut rien, mais on n'y peut rien non plus, mais on leur a laissé Instagram, on leur a laissé les écrans. Alors, je ne sais pas quelle est ta politique, parce que tu dois être certainement la là politique est extrêmement restrictive. Hein. Mais un meilleur père que moi, bon, mais je peux pas lutter contre le tsunami. Tu vois, il y a un moment, tu es obligé de, t'es oui, obligé de rester à la surface de l'eau, quoi. Donc, je peux pas interdire complètement. Et puis, si tu comprends rien enfin, non, je résiste. Tu vois, c'est-à-dire ouais, que ma fille de 14 ans, elle a toujours pas de téléphone portable. Et elle m'en hein. demande un tous les jours, et tous les jours, je lui dis plus tard. Mais elle finira par en avoir un. Voilà. Je pense que c'est pas un Est-ce cadeau. que tu as mis un âge? Est-ce que tu as mis un âge? Est-ce que dans ta tête, Euh, tu t'es dit, Ouais, ouais, autour. Mais je suis vraiment un vieux réac. Hein. Je vais ouais, essayer de tenir jusqu'à ce qu'elles soient en terminale. C'est pour ouais, te dire que... Mais tu vois, j'ai été obligé de faire quelques concessions. Par exemple, j'ai accepté de lui ouvrir un compte Insta qu'elle vient regarder sur le PC parce que, il y a des limites, quoi. ouais. Sinon, c'est quasiment comme si elle n'avait pas de carte d'identité aujourd'hui de ne pas avoir Ah oui, d'Insta. bah oui, C'est ouais, elle a effectivement. besoin d'un Insta, d'un WhatsApp. Simplement, au lieu de le regarder toutes les 3 secondes, bah, elle vient, tu vois, moins régulièrement. Mais ouais. Et du coup, Moi, enfin, je vais dire, la vie ce que je sociale, pense, c'est que, tu sais, quand j'étais adolescent, je me souviens qu'on a eu des discussions en famille. Genre, ouais, c'est hyper important de taper à l'ordinateur. Ceux qui sauront taper, tu vois, avec les 2 mains, ils auront un énorme avantage dans la vie professionnelle. Que ceux qui font comme ça. Je- Aujourd'hui, tu parles à ton ordinateur, il tape tout seul. Tu vois, donc, ce que je veux dire, c'est que, et je pense que ce qui a fait un peu la bascule, c'est l'arrivée de l'iPhone. C'est-à-dire que quand Apple est arrivé, et vraiment, eux, là où ils ont été forts, c'est d'arriver avec un produit où même un gamin de 2 ans, il s'en il sort. arrive à faire marcher le truc. Et tu vois qu'en fait, commercialement, c'est absolument nécessaire d'avoir un truc qui est complètement intuitif pour que ça fonctionne. Euh,
et donc, tu vois, je me dis en fait, ne pas avoir enfin, restreindre les contacts avec l'informatique, euh, c'est pas ça du tout qui va poser un problème plus tard dans la vie professionnelle, bien au contraire, tu vois. Je sais que l'idée que il faut absolument, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, il faut être tout de suite dessus, je sais que c'est n'importe quoi, tu vois. Et même, Ouais, tu vois, j'aurais pu dire, ah oui, mais alors il faut apprendre à programmer. C'est important d'apprendre à programmer. Bon, bah, ouais, tu as l'intelligence artificielle qui arrive et tu lui dis, programme-moi machin, et vite, il te sort le code et tu n'as plus qu'à faire copier-coller et le métier de programmeur va, enfin, va changer, va changer. C'est-à-dire que ça a là changé. où ouais, tu vas parler, le mec qui va programmer un jeu, il va dire, je voudrais un jeu, je voudrais un jeu avec ceci, cela, des renards, des lapins, je voudrais que les renards mangent des lapins, je voudrais qu'ils puissent se balader, tu vois. Alors qu'avant, il fallait savoir ce que c'est qu'une fonction. Bon, c'était beaucoup plus logique, ça prenait beaucoup plus de temps, fallait débugger. Moi, j'ai fait des trucs il y a 20 ans, j'en rigole aujourd'hui encore, tu vois. J'ai passé des heures. Il y avait un bug dans un programme de 3000 lignes. Bon, bah aujourd'hui tu vois, aujourd'hui, je dirais à ChatGPT, regarde mon programme, dis-moi où est le bug. Boum. Et il me Hmm, dirait, bah, ligne 357, là tu n'as pas mis un point-virgule, il faut mettre un point-virgule. Voilà. hmm. Donc, Donc cette c'est. distance par rapport à l'immédiateté et par rapport à toutes les nouveautés qui peuvent inonder notre quotidien dans Ouais, l'éducation. et puis en fait, ce qui est marrant, je trouve, dans l'intelligence artificielle, hein, c'est que quand tu regardes comment c'est fait, c'est ultra mathématique. Et des mathématiques, c'est de l'algèbre. C'est des trucs de. C'est des trucs de. Tu vois, les mecs qui étaient bons en algèbre, parce que Ouais, bon, moi, j'ai fait une prépa scientifique, c'était vraiment enfin, les mecs qui étaient sur nos planètes, quoi. Et ben en fait, tu t'aperçois que aujourd'hui, c'est ça qu'il faut pour programmer un LLM, quoi. Il faut être un dieu de l'algèbre. Je trouve ça un assez dieu de marrant, quoi, parce que c'était un truc complètement théorique. Tu vois, moi, en école, je suis allé faire des maths parce que j'avais plus envie de faire de calcul. Donc, il y avait une blague assez marrante, c'est que un jour, il y a un de mes copains qui s'est assis à table et il m'a dit, alors c'était, bon, on va peut-être le dire à tes auditeurs, ouais, parce que sinon ils ne comprendront pas, j'étais à Polytechnique, et à Polytechnique, le grand sport des profs, c'est de tout mathématiser, y compris l'économie. Enfin, ouais, et ça m'avait un peu déçu à l'époque, parce que en fait, ouais, du coup, toutes les matières devenaient du calcul, un peu bourrin, et le seul ouais. endroit où tu faisais des trucs un peu sympas, c'était en maths, où là, tu faisais plus de calcul, tu faisais des maths. Donc, tu vois, si tu pouvais avoir de l'intuition, imaginer, etc. Et un jour, donc un de mes copains s'est assis à table et a dit, ah, j'ai une super idée. On devrait fusionner l'économie et la physique et la mécanique en une matière qu'on appellerait calcul. On s'est tous marrés, quoi. Et c'était assez bien vu, quoi. Ah, c'est Mais tout ça puissant. pour dire que tu vois enfin, l'utilité d'être bon en calcul, c'est-à-dire de savoir résoudre des équations. Bah déjà à mon époque, c'était pas ce qui comptait en fait, c'était d'avoir de l'intuition, quoi. Hmm, hmm. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Et je dirais on rémunère encore plus aujourd'hui ta capacité d'abstraction, d'intuition. Ça a encore beaucoup plus de valeur que ça n'en avait il y a 20 ou 25 ans. Je trouve ça assez marrant, en fait. Et sympa. Je suis content, en fait. Tu vois. Euh, Donc, y ouais, compris donc, pour la programmation, tu vois, parce que ça va laisser le champ libre à des gens qui ont plus d'intuition, plus d'idées, qui sont plus artistiques. ouais, Et c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est super intéressant. Que quelque part, tu vois, cette fraction, division qu'on a fait entre les lettres et les maths et les sciences, elle est factice, puisque ce, ce, ce personnage idéal dont tu parles, tu vois, il est capable, tu vois, d'imaginer, d'inventer, de créer, de rêver quelque part. ouais. Ouais, C'est ouais. Mais à l'époque où tu pas un avais calculateur. l'asservissement du calcul, c'était pas factice, tu vois, il y avait un côté bestial qui était incontournable. Ouais, Donc, ouais, incontournable, tu non, qui vois. était difficilement contournable, qui était pas facile à contourner, mais qui a fini par être contourné. Hmm. D'ailleurs, en fait, c'est marrant parce que les sciences françaises, euh, nous, en fait, on a été bons en maths depuis le 18e, la fin du 18e, et on s'est servi des maths pour nous simplifier la vie, quoi. Et tu vois, on a inventé le système métrique.
On a éliminé les espèces de vieux systèmes de mesure. Bon, aux États-Unis, tu as le système impérial. Bon, moi, j'ai été ingénieur dans une société américaine. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est tu arrives, les températures, c'est en Fahrenheit, les distances, c'est en pied. Enfin, tu réapprends une espèce de langue étrangère qui est les mesures du système impérial. Et, qui existait en France avant, hein. existait avant, mais par contre, si tu veux faire de la science, si tu veux faire de la science en pied, en Fahrenheit, etc., en fait, tu es obligé d'avoir des ordinateurs. Alors que dans la version française, ça simplifiait les choses, en fait, de tout normaliser, de tout remettre en unité, tu vois, de dire, bah, un litre, enfin, c'est un cube de 10 centimètres de côté, donc un centième de mètre, enfin un dixième de mètre. Tu vois, ça normalisait tout et ça fait que tu as des équations simples, que tu pouvais faire des arrondis et que sans ordinateur, tu pouvais arriver à des résultats suffisamment précis, quoi. Alors qu'en fait, les Américains, tu te retrouves avec des constantes dans toutes tes équations à 0,59387, c'est incalculable. Et donc, en fait, tu es obligé d'utiliser un ordinateur. Et du coup, ils ont inventé l'ordinateur. Et du coup, ils nous ont complètement dépassés, quoi. Et bon, voilà, c'est marrant, Ouais. quoi. Tu vois, on Là, est tu dirais qu'en maths, ils nous ont dépassés? pas en maths, mais je dirais que le fait que conceptuellement, ils n'avaient pas fait le saut vers des unités de mesure qui Hmm. facilitaient les choses ou qui permettaient des simplifications, les ont obligés à trouver des outils qui finalement les Ouais, ont propulsés bien en avant par rapport à nous. Et nous, on a ressenti le besoin qu'on a subi, en fait. On a ressenti le besoin que plus tard. Et du coup, on a compris l'intérêt que trop tard, tu vois. ouais, ouais. Et est-ce Mm. que tu utilises Mistral, le chat GPT, tu Alors, connais? je sais pas trop. Non, alors moi, je vais beaucoup sur ChatGPT, mais je suis un grand fan de Mistral. Ouais, Je suis un grand turiféraire de Mistral. Je... Mais ouais, mais c'est un peu l'illustration de ce que je disais, tu vois. C'est des mecs. Je serais curieux de savoir comment ils ont fait, en fait. Bon, je pense qu'ils le diront jamais parce que c'est leur ouais, secret sauce, tu vois. Mais je subodore que c'est leur côté. Je subodore que c'est des très bons en algèbre qui ont ouais, utilisé ouais, le fait qu'ils étaient des dieux en maths pour en fait faire un truc aussi bien que ChatGPT. Tu vois, ChatGPT, c'est la version bourrin à l'américaine. Si on ouais, met de la quantité. Et eux, ils sont arrivés, ils ont trouvé un truc plus simple. Ils ont simplifié l'équation, quoi. Je sais pas, ils ont dû diagonaliser une matrice ou ils ont dû faire un truc comme ça. Et du coup, ils font la même chose pour 10 fois moins cher, quoi. Et, ouais. euh, et c'est génial parce que du coup, Non, je pense que c'est la première fois en 30 ou 40 ans qu'on arrive à inventer quelque chose, en fait, c'est vrai. les Français. Et on va voir ce que ça donne, mais je suis assez. J'ai des grandes Ouais, attentes. Tu vois, ouais, moi aussi. ça pourrait devenir, tu vois, dans 15 ans, ça pourrait devenir le futur Google. Voilà, exactement. Je vais juste montrer Mais Mistral. ouais, puis ce C'est qui est ma marrant, c'est défense. qu'ils s'embarrassent pas ils s'embarrassent pas Ouais. de, de décoration. J'aime bien, je trouve ça marrant d'ailleurs de faire aucune pub, de balancer dans des trucs obscurs et puis tout le monde doit chercher. C'est assez malin, quoi. Mais bon, Moi, j'aime bien la référence à la province parce que tu vois, quand même, ouais, Frédéric Mistral, je il comprends. a eu le prix Nobel. Il a eu le prix Moi, Nobel de je suis littérature. pas de là-bas, mais je comprends ton attachement. Eh ouais. Donc, Mistral, c'était un beau choix. C'était un beau Ouais, choix. ouais. Bon, Nico, ben, on arrive à la fin, mais bon, je vais faire mon Bernard Pivot parce que un jour, tu vois, les gens, ils sauront même pas qui c'est Bernard Pivot. Alors, je me Ouais. dis, je Déjà peux. savent-ils déjà aujourd'hui qui c'est? C'est pas sûr. Ben, s'ils sont au lycée, oui. Parce que en Ouais. seconde, Ah, d'accord. Ouais. une petite étude des émissions littéraires. Parce que tu vois, pour moi, Bernard Pivot, bon, je voulais regarder la télé quand j'étais jeune. Quand je voyais que c'était Pivot, bon, bah, je voulais plus regarder la télé. Je le confesse. C'était quoi le. C'était les lunettes qui te gênaient ou Ah non, c'était la politiquement dictée. correct? Je, je détestais les Ah, dictées, t'étais moi. là. Ah, je suis sûr que t'étais une brute en dictée, donc arrête. Non, 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 non. Non? Non, j'aimais bien l'histoire et puis les maths. Mais les maths Ouais. à partir de l'âge de 14 ans. Ouais, Parce avant, c'est pas des maths, mais ouais, ouais. euh, pour le reste, ouais, j'ai subi un peu comme tout le monde.
Ouais, non, mais écoute. Et tes parents te laissaient regarder Bouillon de culture ou apostrophe? Ou... Je saurais plus te dire. Ouais, J'ai regardé deux, trois fois, mais si tu veux, c'est là qu'on a on n'a pas tout à fait les mêmes centres ouais, d'intérêt, tu vois. Moi, Bouillon de culture, j'ai pas souvenir que ouais. de m'être dit, ouais, c'est Bouillon de culture, faut que je regarde Bouillon de culture. Non, ça me rappelle rien, tu vois. J'étais plus Moi, je intéressé. regardais, j'allais acheter le livre le lendemain. Tu vois, bon, c'était du Ah ouais, politiquement correct, ah ouais, mais toi, ouais, j'étais un toi, t'es un vrai. intégriste. Et tu es un intégriste, toi. Je suis un lettreux, je suis un lettreux. Ouais. Et donc, à la fin, il posait toujours une question à ses invités en disant, si Dieu existe, qu'est-ce que vous aimeriez l'entendre vous dire? Et je te la pose. À moi? Si Dieu existe, Euh, qu'est-ce que qu'ils te disent? Bon, je sais que la question est pas très catholique, mais c'est Bernard ouais, si, Pivot. si, bah déjà, je sais pas, rassure-toi, je suis là, tu vois, quelque chose comme ça. Ne t'inquiète pas, ne Mm. t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Au sens, Ah, pas au sens où on l'entendait il y a 20 ans, tous les deux, oui, qui est un je sens un m'occupais peu de plus, lui. un peu plus, je m'occupe de Euh, toi. Ah, t'as plus de nez, dommage. Voilà, au sens où je m'occupe de toi gentiment. euh, euh, non, ouais. Mais c'est tellement important je trouve, de vivre en sachant quelque part que il y a une signification, tu vois. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Non, la difficulté, c'est que Dieu est caché à nos vues, donc on le voit pas. Donc, naturellement, le plus simple, c'est de se dire que ce que tu ne vois pas n'existe pas. Ce qui est faux, hein, évidemment. On sait très bien qu'il y a des choses qu'on ne voit pas qui existent. Euh, mais par défaut, c'est la position par défaut que n'importe quel humain raisonnable prendrait. Tu vois, de dire, bah, moi, tant que j'ai pas vu, je Exactement. j'ai pas de raison de penser, tu vois, j'ai pas de raison de faire l'hypothèse que ça existe puisque je l'ai pas vu. Et ce qui est une position qui, dans le reste de la vie, peut avoir du sens. Ça peut être dangereux aussi, hein, Ouais, ça mais tu peut être vois, dangereux. faut s'entendre, tu vois, de dire, mais pourquoi je devrais me soucier d'un truc que de toute façon, je ne vois pas. Euh, Bah, sauf que là, bon, la question, c'est évidemment, c'est la vie après la mort. Donc, si ça a un impact, tu vois, si tu dis, bah, je m'en fous parce que je ne le vois pas, mais que du coup, ça change ta vie après la mort, c'est là que le deal, tu vois, le ratio Ouais, c'est euh, inverse. tu vois, bénéfice-risque s'inverse, quoi. Donc, Mais, donc tu sais, j'écoutais un truc sur la matière Black Matter, je crois. Je sais pas ouais, si tu as ouais, le corps noir. corps Mm. noir, exactement. Et, et donc, c'est quand même un truc, voilà, il y a une matière qui existe, mais qui n'est pas la matière dont on parle et qu'on désigne par matière. Tu vois, alors, je Ouais, mais sais que c'est la matière, tu vois, moi, j'ai fait, il y a une vingtaine d'années, de la mécanique quantique. Quand tu as fait de la mécanique quantique, si tu veux, la notion de matière, c'est à ouais, la fois une onde de l'énergie, c'est et tu vois, ça fonctionne. C'est-à-dire que quand tu prends les lois de la mécanique quantique, tu fais des expériences, ça marche. Donc, et des trucs pas triviaux, quoi. Regardez ceux que ça intéresse, regardez ce que raconte Alain Aspect, qui est un prix Nobel français. Il a fait des expériences et bon, je ne vous refais pas le truc, mais à la fin, tu es obligé de te dire, oui, bon, bah, les équations, c'est les bonnes équations. Mais après, quand tu te poses la question de qu'est-ce qu'elles veulent dire, bah, tu comprends plus rien à ce qu'est la matière, quoi. Il y a pas de compréhension humaine. C'est, ouais, je trouve que c'est ouais. pour l'instant, on n'est pas là. Alain Aspect. Même pas si, non, mais ça veut dire que notre, tu vois, en fait, notre conception de la matière, c'est un concept qu'on applique sur du réel et qui n'est vrai qu'en première approximation. Et si tu Ouais, creuses, ben, en fait, c'est pas, on n'a pas les bons concepts. Et les bons concepts, c'est les équations de la mécanique quantique, qui sont qui sont des trucs qui sont au-delà. Moi, je trouve que c'est au-delà de l'entendement humain, quoi. ouais. Ouais, je dis toujours quand quelqu'un me dit est-ce que tu es croyant, je dis ben moi je suis comme un chat qui regarde des mathématiques, tu vois. Tu sais Ouais. que bah, Tu tu sais sais qu'il y qu'il a y des a trucs que tu comprends pas. Ouais. mais il faut avoir cette humilité, tu vois, de pouvoir reconnaître Ouais, cette force. la finitude de l'être humain. Mais Ouais. ouais, donc bon, bah écoute,
là, on va conclure sur la finitude de l'être humain. Exactement. On Et, est d'accord et là-dessus. si, et si tu le veux bien, ben, je te réinviterai parce que, en fait, on a juste gratté la surface. Tu Eh vois, oui, eh oui, eh on a oui. gratté la surface. Quand tu Non, veux. mais c'était très agréable. Merci, merci infiniment, Nicolas, pour ton temps. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Salut Olivier. Merci.